Ils ont 14 points de retard dans le quatrième quart. Et pourtant, eh ben, ils se bagarrent. Ils l'emportent. Leur défense qui marque enfin. À toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% football américain des équipes de The Free Agent. Avec moi aujourd'hui pour débriefer la week 10, tout ce qui s'est passé ce dimanche. J'ai deux acolytes, deux anciens joueurs, ça tombe bien, on va avoir de l'analyse pointue, précis, pointue, affûtée. C'est pas Shark, c'est pas Eric Cantona, c'est Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes bonsoir à tous les free agents qui ont signé des gros contrats bien juteux. Écoute, moi, j'ai passé un excellent dimanche. Oh, comme par Retour en hasard. business. Toute la ligue va pouvoir à nouveau appeler les 49ers papa. Les choses sont revenues dans l'ordre, ça me va bien, moi. Ouais, on ne parlera pas des résultats d'hier. Enfin, si, on va en parler, mais bon, on va vite passer sur certaines équipes. On va éviter les clubs de la côte Est, au hasard. Exactement. Et oui, mais c'est vrai que, alors, les gens ne te voient pas aujourd'hui, mais c'est vrai que tu as un côté Gary Ewing sur la côte Ouest, pour ceux qui ont connu les années 80. C'est effet Côte d'Azur, ça, baby. Ah oui, exactement. Avec nous également, et on est très content de l'avoir, vous le lisez régulièrement sur The Free Agent, et notamment son tableau noir, c'est Vincent. Salut Vince, comment ça va? Et salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien, un peu comme Sébastien, j'ai passé un super dimanche avec une red zone quand même très disputée. On a vu quand même des stats émerger un peu de partout et c'était très beau. On a beaucoup de choses à dire, je pense. Ouais, totalement. Donc, pour nous suivre, alors pour les podcasts, vous avez l'habitude, c'est sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Enfin, vous pouvez nous suivre un peu partout. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux. Vous pouvez nous faire venir parler avec nous sur les comptes The Free Agent, Facebook, TikTok, avec le boss qui vous lance des défis Madden. Il y a également Twitch, YouTube, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Instagram, X. Voilà, il y a tout ça. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre. Et surtout, pour lire les articles, il y a le site internet et toujours l'appli l'App Store et Google Play. Allez, messieurs, maintenant que tout est rappelé d'usage, mettez votre ceinture de sécurité et on part tout de suite direction San Francisco. Seb a le grand sourire. Alors, est-ce que les Niners ont mis un statement, mon cher Seb? Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Ils affrontaient Jacksonville à San Francisco. Jacksonville qui est un des leaders de poule. Jacksonville qui est quand même considéré comme un des hauts, peut-être pas un contender pour le Super Bowl, On va en mais parler. un des contenders pour l'AFC et un prétendant aux playoffs. Toutes les deux équipes sortaient de bye week. Jacksonville qui était pleine bourre, si je puis m'exprimer ainsi, depuis quelque temps. San Francisco qui était un petit peu au fond du trou après trois défaites consécutives. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis désolé de le dire aux fans de Jacksonville, mais les Jaguars se sont fait décapsuler parce que 34-3, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Et j'ai retrouvé mes 49ers du début de saison qui décapsulaient tout le monde en marquant 30 points à chaque fois. Donc, si je puis m'exprimer ainsi, ça fait bien plaisir. Alors, il faut juste mettre un bémol, hein. Les Niners ont quand même gagné les Giants seulement avec 30 points. Donc, excuse-moi, c'est un peu une petite performance, ça. Mais c'est Il juste fallait que tu pour. places les Giants dans ce podcast. Ah ben oui, forcément, c'est contractuel. Mon cher Vincent, est-ce que pour toi, cette victoire des Niners, c'est d'abord un succès défensif? Bah, quand on n'encaisse que 3 points contre les Jaguars, on ne peut que se féliciter de la défense, c'est évident. Ensuite, on a vu énormément une gestion du match tactique qui était largement au-dessus. On a retrouvé un peu le San Francisco qu'on avait en début d'année, où il roulait un peu sur tout le monde, où ils avançaient constamment. Quoi qu'il arrive, ils avançaient, ils arrivaient à avancer, à trouver des solutions.
Et aussi étrange que ça puisse paraître, ils arrivent à claquer 34 points. Et on a un Christian McCaffrey qui ne met pas de TD. En plus de ça, ils ont trouvé d'autres solutions. La passe pour Kittle de 66 yards, elle est superbe. Et pourtant, on a vu techniquement une ligne des Jaguars, des Jaguars, pardon, une ligne défensive des Jaguars qui arrive à prendre le dessus parfois sur la ligne offensive des Niners. Mais le QB de San Francisco, il arrivait toujours à trouver une solution, quoi. La ligne était, ça pouvait, mais derrière, je trouve qu'il y avait trop de carences en défense du côté des Jaguars pour pouvoir remporter ce match. Donc oui, le succès, il est basé sur la défense, parce que quand tu prends que 3 points, tu peux que te féliciter. Après, 34 points offensifs, c'est quand même très beau et c'est une belle performance d'équipe en général. Tu parlais de Christian McCaffrey qui n'a pas marqué. Est-ce que vous avez vu son interview d'après-match? Ouais, j'ai vu ça. Tu as vu, toi, Vincent, ou pas? J'en ai entendu parler vite fait, oui. Il dit que ah ouais, non mais je suis vraiment acheté, hein, foutez-moi à la porte, il ne faut plus rien, j'ai même pas marqué, enfin voilà. Il a été Everybody scores but me. voilà, voilà, donc c'était, j'ai trouvé ça très, 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 très fun et ça montre aussi que, beh, justement, San Francisco, comme tu l'as dit, Vincent, peut gagner sans CMC qui marque, des touchdowns. Tu as Après, parlé il a quand même pesé sur le match, hein. Attention, il n'a pas marqué de touchdown, mais il faut bien se rendre compte que l'impact d'un running dominant comme ça ouvre, comme je le disais, beaucoup de voies sur le backfield derrière. Ouais, Donc forcément, la défense est plus concentrée sur le jeu intérieur, et donc forcément le jeu extérieur peut s'ouvrir. Et c'est toute l'intelligence du cahier de jeu des Niners et de Purdue. Ben, on sait que Shanahan est un adepte d'avoir un très fort jeu au sol et au moins un running back très très fort pour ça. C'était déjà le cas quand il était offensive coordinateur du côté d'Atlanta à l'époque. Donc oui, c'est pas étonnant. Moi, j'ai une autre question pour Sam qui suit attentivement. Brock Purdy était un peu en perdition lors des 3 défaites. Bizarrement, c'était concomitant avec l'absence de Deebo Samuel. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Est-ce que le retour de Deebo Samuel a permis d'alléger un petit peu la pression sur Brock Purdy? Sans doute, puisque ça reste une de ses cibles préférées. Il est évident, de toute façon, tu vois que l'équilibre de cette équipe, repose tout de même offensivement sur, l'alchimie entre ses titulaires. Quand il en manque un, il y a quelque chose qui va pas, et l'absence de Deebo Samuel, oui, bien sûr, elle a été préjudiciable. Alors, il fait 4 réceptions pour, 30 yards, c'est des chiffres qui semblent pas, affolants, comme cela, mais, son absence, elle s'est fait, sentir sur cette équipe. Ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est de voir un touchdown de fullback, Mmh. puisque Kaliutsik a marqué sur une passe et le poste de fullback, on dit qu'il y a une crise des running back, mais les fullbacks n'en parlons plus, hein. Je crois il y a certains clubs qui n'en ont même plus dans leur effectif. Mais malgré la variété, dont cette attaque a fait preuve, hier soir, oui, Deebo Samuel, ça reste un rouage essentiel. OK. Toi, Vincent, tu vois une relation cause à effet toi aussi? Effectivement, quand on regarde les stats, on se dit Deebo Samuel, c'est 4 réceptions de 30 yards, c'est pas énorme, mais il faut pas oublier que c'est quelqu'un, on le sait, qui est une cible prioritaire pour Brock Purdy. Donc la défense s'adapte. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. McCaffrey n'a pas marqué, mais combien de TD il a permis d'être marqué de par sa présence sur le terrain? Et bien Deebo Samuel, c'est un peu pareil. À un moment donné, je suis désolé, j'ai plus le jeu en tête, mais on le voit clairement. Il y a Brock Purdy qui regarde que Deebo Samuel, et au dernier moment, clac, il change de cible, et en fait, la défense a mordu sur Deebo Samuel. Et donc, en fait, c'est ça l'impact qu'on ne voit pas dans les stats, mais qui est bien présent. Donc, l'impact de Deebo Samuel dans le jeu
de San Francisco est forcément très importante et primordiale pour moi si ils ont la prétention d'aller au Super Bowl, chose qui est ce qu'ils ont voulu faire en début d'année. Ok. Avant de passer à ma question suivante, je vais prendre un petit peu à revers Sébastien. Je ne t'avais pas prévenu, mais je sais que tu as regardé le match. Est-ce que pour toi, l'arrivée de Chase Young a changé un peu la donne sur la défense? Ah, alors, si je puis me permettre, c'est peu de le dire. Le pass rush a été, très, très performant, hier soir, beaucoup plus, qu'il ne l'a été, même pendant le début de la saison. Chase Young pour son premier match, il fait 1 sac et demi de pression. La défense, elle ramasse 5 sacs au total alors qu'ils avaient bloqué le compteur à 18 avant le début du match. Il y a 1 sac et demi pour Nick Bosa qui, en plus, recouvre son propre strip sack. Non, le front seven, le front four en particulier, a vraiment, montré sa force, hier et il a encore réussi à s'upgrader si c'était possible. Puisque déjà avec la présence de Bosa, Hargrave et Armstead, c'était, c'était quelque chose, mais je pense que là, il y a un vrai plus, qui s'est ajouté avec Chase Young. Les espoirs qui ont été placés en lui, ont été, comblés, dès ce premier match. Ok. Vincent, quelque chose à dire sur la performance de Chase Young et ce qu'il apporte? Bah, après, enfin, moi, je préfère regarder les performances générales de la ligne Oui, défensive dont oui, il bien fait sûr. partie, mais quand on fait 5 sacs sur le QB, deux interceptions forcées, c'est encore une fois, pour moi, c'est le crédit de la ligne défensive qui force le QB à lancer un petit peu comme il le peut. Ben voilà, c'est toute cette ligne-là qui fait un très beau boulot. Voilà, 5 sacs. 5 sacs. Et puis surtout, ben encore une fois, on y revient, mais 3 points encaissés. Donc, je n'ai pas la stat, je ne me souviens plus combien de first down ils arrivent à avoir, les Jaguars, dans le match, mais bon. On va regarder ça. Je vais te dire ça en attendant, mais bon, pour vous, San Francisco, ils reviennent un candidat au first seed? Potentiellement oui, mais il y a quand même un petit peu de monde, au-dessus. Il faut pas oublier que Détroit est à 7-2, Philadelphie est à 8-1, Seattle reste quand même en embuscade derrière et il y a un match à Seattle le 23 novembre qui va être, crucial. Pour le first seed, la marche, les 3 défaites, encaissées font mal. Hem Là, si le championnat s'arrêtait maintenant, je dirais que la marche est, ou dans 2-3 semaines, la marche est peut-être, encore, un petit peu haute. Donc, ça serait super d'avoir le first seed, mais, on va raison garder, également. D'accord. Toi, Vincent, tu penses qu'ils peuvent, justement, ils vont avoir des adversaires directs. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent récupérer le premier seed? Je suis un peu. Je rejoins beaucoup Sébastien, c'est-à-dire que les Eagles ont quand même une dynamique et une forme assez forte. Ils vont être durs à aller chercher. Après, je pense que San Francisco se doit d'aller chercher ce first seed, ou au moins se donner les moyens d'aller le chercher. Là, moi, je vois que ça tourne en leur faveur. Ils se donnent les moyens pour y arriver et pour aller les chercher, et c'est quelque chose qui me plaît. Après, qu'il l'ait ou pas, à mon sens, c'est pas un gage de Super Bowl d'avoir le first seed, même si c'est forcément un bel avantage, puisque on le sait, le match en moins, la réception tout le temps jusqu'au Super Bowl, donc bon, c'est un avantage. Maintenant, à mon avis, ils ont une équipe qui est quand même très bien taillée. Défensivement, on en a parlé. Offensivement, on en a parlé. Je vois pas vraiment de gros trous. En fait, le seul truc qui m'inquiète, c'est ces 3 défaites dont on ne sait pas trop d'où elles sont sorties. Mais sinon, pour moi, tout roule pour San Francisco et je ne les vois pas aller peut-être pas forcément le first seed, mais peut-être au moins dans les 2 premiers, c'est sûr. Je ne vois pas différemment. Ok, sachant que Pour moi, le match à Seattle, ça va être une formalité pour moi. Sachant que San Francisco va rencontrer les Eagles. Donc, Oui. Je sais plus, c'est Philadelphie, le 3 c'est à décembre. Philly ou?
C'est à Philadelphie le 3 décembre. Ouais, c'est voilà, c'est le gros match. C'est certainement le plus gros match jusqu'à la fin de la saison régulière pour San Francisco. Et Philadelphie joue 2 fois les Giants, donc ils peuvent en perdre quelques-uns. Ouais, donc je regarde, tu m'as dit donc 12 first down des Jaguars pour revenir. Dans un match, 12 first down. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la pression défensive du truc. Pas fifou. Ouais. Ah non, mais De toute façon, c'était le plan. Trevor Lawrence, il avait, je crois qu'il avait encaissé avant le début du match, il avait déjà pris 19 sacs. Il était sur le rythme pour les 40 sacs dans l'année. Donc le plan, c'était ça, c'était pression, 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 l'obliger à prendre des décisions très rapidement, à lâcher la balle très rapidement, ce qu'il n'a pas pu faire. Et oui, effectivement, 12 first down. Et je ne sais pas combien de fois ils ont été forcés de punter également, mais ça doit être assez conséquent. J'essaie de trouver ça tout en parlant parce que je suis un professionnel de la profession. de la profession. Il y a 5 punts. Il y a 5 punts sur le match. C'est pas rien, 5 punts. Oh, c'est pas beaucoup par rapport à une équipe par rapport à un match entre équipes new-yorkaises. Ça, c'est un carton. Bon, pendant que tu recherches ça, moi j'ai une question sur Jacksonville. Est-ce que du coup ça baisse pas un peu leur cote en se disant finalement Jacksonville, même s'ils ont perdu, c'est la façon dont ils ont perdu, ils sont pas quand même un cran en dessous des vrais contenders pour gagner le Super Bowl. Le souci, ça a été les pertes de balles sur ce match. Et puis, une fois de plus, une ligne qui craque. Et effectivement, quand tu es un contender et que tu prends un score d'une telle ampleur, on peut se poser des questions. Surtout, voilà, tu as envie de te demander qu'est-ce qui se passe avec cette attaque. Calvin Ridley a pas vraiment fait un impact sur ce match. Donc la ligne offensive, elle a été à la lutte, comme on l'a précisé plus tôt. Elle a lâché 5 sacs. C'est un petit peu compliqué de ce côté-là pour eux actuellement. Ouais. Ok. Vincent, toi, sur Jacksonville, qu'est-ce que tu peux dire, ou est-ce que vu leur division, ils sont en bonne position pour la remporter, mais au-dessus, un peu compliqué? Oui, un peu compliqué. Ils ont la chance d'avoir une division assez faible, même si les Texans montrent beaucoup de belles choses cette année. On va reparler. Ouais, voilà, mais effectivement, ils ont cette chance-là. Après, ça ne reste qu'un match. On a vu des équipes faire des blowouts complets sur des matchs. Je sais de quoi je parle, je suis supporter des Broncos. Et depuis ce fameux match à Miami, par exemple, pour parler des Broncos, la défense s'est retrouvée. Est-ce que c'est pas l'étincelle qui va leur permettre de se dire « Ah ouais, on est quand même encore loin, on s'est pris un peu trop beau et on va retourner au taf ». Et même au niveau du coaching staff, est-ce que c'est pas ça qui va leur faire changer un peu leur plan de jeu? Parce que moi, c'est le problème que j'ai avec Jacksonville. Je trouve que c'est trop lisible, le plan de jeu. Alors même moi, quand je suis devant ma télé, j'arrive à lire un plan de jeu de Jacksonville, je me dis que les grands analystes des équipes américaines arrivent à le décortiquer aussi assez facilement. C'est ça qui me fait un peu peur, moi, avec Jacksonville, c'est que pour le moment, en fait, ils n'ont rien vraiment montré qui me fasse penser que oui, ils peuvent aller chercher une victoire en playoff. Parce que pour moi, on en est juste là. C'est est-ce que même une victoire en playoff, ils en sont capables? Ah ouais, quand même. Ok. Bon, on va voir ça. Moi, je reste quand même très curieux de voir ce que va faire Jacksonville. L'année dernière, ils avaient gagné un match en playoff. Ils confirment cette année en faisant une saison très correcte, notamment avec une grosse série de victoires qui s'est arrêtée là. On va voir ce que ça va donner par la suite. On continue, messieurs. On a tout dit sur le match, sur ce match. D'autres choses à rajouter? Bon, il me semble qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Après, bon, voilà, je suis peut-être un peu violent avec Jacksonville. Je suis désolé, mais c'est parce que j'en attendais beaucoup en début de saison et que je suis très déçu.
Non, mais tu es là pour donner ton avis, Vincent. Tu n'as pas à te justifier. On va parler d'une division qui, tu parlais de violence, qui est plus que la violence. C'est même un synonyme. C'est l'AFC Nord. On Quelle pensait division? l'AFC Nord. Ouais, L'AFC non, mais quelle Nord. division, franchement? Ah oui, Super. oui. Ah oui, oui, oui. Je pense que c'est la plus coupe-gorge de toutes. Si, si vous devez vous lancer dans du vrai football bien old school, c'est là qu'il faut aller regarder, il faut jeter un œil. Hier, il y avait un match de division très important entre Cleveland qui se déplaçait du côté de Baltimore. Cleveland qui revient de l'enfer. Que dire de ce match, les gars? Je sais pas Oh, pour. que ce fut chaud! Ouais. Oh, que ce fut chaud, oui, en effet, Cleveland qui frôle la correctionnelle, enfin, que d'erreurs. Un punt échappé par, James Proche, je sais pas comment ça se prononce. Ils prennent 4 pénalités défensives sur les 3e downs qui donnent en plus des first downs à Baltimore à chaque fois. Ils ont 14 points de retard dans le 4e quart et pourtant, eh ben, ils se bagarrent, ils l'emportent. Leur défense qui marque enfin, ce que tous leurs fans, attendaient. Et puis, en fin de match, ils réussissent à se mettre à portée de field goal pour l'emporter. Donc, une fois de plus, un match super rugueux. Une fois de plus, c'est le plus bagarreur qui l'a emporté dans ces circonstances. Faut quand même, noter la bonne perf de Deshaun Watson. 20 sur 34, 213 yards, un touchdown. Alors, il y a une interception en début de match, et quelle interception, j'ai envie de dire, où il a semblé égal à lui-même. Mais là, il a peut-être enfin sorti le type de perf que les Browns attendent de sa part depuis quelque temps. Donc, pourvu que ça dure pour lui, mais une fois de plus, on sait comment ça se passe dans cette poule. Le classement, il est jamais acquis. Ouais. Ils ne sont que 3e en étant 6-3 avec Pittsburgh qui a la même fiche et ils sont à une victoire de Ouais. Baltimore. On va y revenir sur Baltimore. Pour toi, Vincent, Cleveland qui revient de l'enfer, c'est miraculeux? C'est quoi? Ou c'est justifié? Ils ont été allés chercher. Alors, Cleveland, sur le match d'hier, c'est un miracle. Je ne sais pas. Je pense qu'ils peuvent le jouer 10 fois, ils le perdront 9 fois. Deshaun Watson se fait une cheville en fin de deuxième quart. La mi-temps arrive pile au bon moment et il revient sur le terrain. Et on a vu sa seconde mi-temps. Il y a Quand des je bons regardais les médecins quand stats même. là, pardon? Il y a quand même de très bons médecins aux États-Unis quand même. Ah ouais. Mais quand je regardais les stats, ils ont gagné sur la course. En passing yard, ils sont à 195 contre 200 pour Baltimore. En rushing yard, ils sont à 178 contre 106. Ça prouve que Deshaun Watson a su s'appuyer beaucoup sur ses... Enfin, pas forcément Deshaun Watson, mais on va dire plutôt les coachs, le coaching staff a pu s'appuyer sur un jeu au sol pour ouvrir un jeu à la passe, comme on le disait tout à l'heure, exactement pareil. Mais le jeu au sol a été prédominant pour Cleveland. Ils ont monopolisé le ballon. 34 minutes contre 25 pour Baltimore. Et pourtant, ils ont plus de pénalités que Baltimore. C'est un peu incompréhensible cette victoire, mais field goal au buzzer, c'est beau. Franchement, très beau match. Moi, je me suis régalé hier. Et comme tu le disais hier, du vrai football à l'ancienne, quoi. Ouais, old school, ouais, très, 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 très old school. Juste, on va parler de Baltimore maintenant. Est-ce que c'est pas Baltimore qui a donné le match? Je suis un peu cash, mais est-ce qu'on peut pas dire que ils auraient pu fermer la boutique et puis Lamar Jackson qui, en voulant essayer de sauver la patrie, qui fait un peu n'importe quoi? C'est pas impossible, mais il y a aussi une défense qui s'effondre un peu parce qu'il faut rappeler qu'ils mènent 31-17 en 4e quart, hein. Oui. Donc normalement, ça doit être verrouillé ce match. Ça doit être fini, un Baltimore-Cleveland, pardon,
qui se joue à 14 points d'écart dans le quatrième quart. C'est censé être fini, mais la défense, elle s'effondre un peu, et puis elle permet à Cleveland de driver 75 yards, il s'accorde des first downs sur pénalité, dont une interférence, c'est absolument magnifique. Et puis oui, effectivement, il y a certaines interceptions de Lamar Jackson, une passe déviée qui est relancée par Greg Newsome pour un TD. En fait, c'est le même scénario que contre Pittsburgh, hein, il y a quelque temps, qui a relancé Cleveland. Et puis il y a moi, je pense surtout que c'est l'équipe qui en voulait le plus qui a remporté ce match. Il y a eu un moment ce touch push là sur Jérôme Ford, où ses coéquipiers, tu as quasiment tous ses coéquipiers qui viennent le pousser, et il prend 12 yards et un first down. Et pour moi, ce jeu-là, ça a été l'illustration de ce match. C'était brutal, et c'est l'équipe qui a été la plus combative ce soir-là qui l'a emporté. Juste une petite stat, pourquoi je parle de savoir si Baltimore a choqué. Juste une petite stat sur les 10 dernières défaites en saison régulière des Ravens. 7 fois, ils avaient une avance de plus de 2 possessions. Ouais, Depuis l'année dernière, ils ont eu 10 fois plus de 2 possessions d'avance, et ils ont perdu 7 fois. C'est fou. Là, je vais parler aux deux professionnels de la profession, les anciens joueurs. Y a-t-il pas un léger défaut de coaching, de gestion? C'est difficile à dire. On n'est pas dans leur dans leur routine et tout ça. Moi, ce que je vois, c'est que Baltimore commence très fort le match. 17-3 en fin du premier quart. Là, ils peuvent s'en féliciter. Par contre, effectivement, Sébastien l'a dit, c'est la volonté de cette équipe. L'aide, tout le temps. J'avais l'impression que Cleveland voulait le match, alors que Baltimore voulait la première mi-temps. C'est triste à dire, mais c'est vraiment cette impression-là. Et pourtant, quand le kicker, il loupe sa transformation de field goal, sa transformation de touchdown, à la fin, on se dit mais c'est pas possible, ils y arriveront jamais, quoi, les Browns. Et puis voilà, ils font preuve d'un caractère de fou, au contraire de Baltimore, qui, à mon sens, a été un peu trop, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être un petit peu trop sûr d'eux, un petit peu trop un peu suffisant. Ouais, suffisant, certainement un peu suffisant. Mais là, par contre, on peut se poser la question, c'est effectivement, comme tu le disais, sur l'aspect mental et sur le coaching staff. Est-ce que les jeux sont bien appelés, tout ça, ça c'est difficile à savoir. Hein. Okay. Moi, j'ai une question un peu plus large sur Cleveland. Je reviens sur Cleveland. Ils ont coupé des têtes cette année. Ils ont battu les Ravens, qui était une équipe plutôt forte. Ils avaient battu les invaincus, excuse-moi de te le rappeler, Sébastien, les Niners. Est-ce que ça manque pas un peu de constance? Parce que ça a perdu quelques matchs, on va dire gagnables, notamment Seattle, qui, même s'il y a une bonne équipe, est-ce que ça manque pas un petit peu présent sur les gros matchs, mais les matchs un petit peu moins télévision nationale, tout ça, ça risque de manquer un peu de constance? Il y a peut-être, alors c'est pure extrapolation de ma part, à Cleveland, il y a peut-être une forme de complexe d'infériorité, dans le sens où, c'est les Browns, et les Browns, ça a toujours été cette équipe, au mieux de ventre mou, de championnat, ou de fond du baril, hein. Je crois que si on regarde l'historique des Browns, le nombre de saisons véritablement positives en matière de victoires-défaites, il est pas si élevé que ça, hein. Non. Si on atteint 50% sur le nombre d'années d'existence, et je parle pas de la deuxième itération, hein, je parle de toute l'histoire de Cleveland, c'est peut-être le bout du monde. Donc peut-être qu'il y a ce concept ce complexe, pardon, d'infériorité, d'équipe toujours en milieu de tableau, ou deuxième partie de classement, ou fond de classement, qui est jamais allé au Super Bowl jusqu'ici, qui a jamais vraiment brillé en playoff. Peut-être qu'il y a de ça, et il y a des clubs comme ça qui sont un peu, je vais pas dire maudits, mais qui ont un espèce de boulet accroché Ah. au Non, pied. on avait dit qu'on parlait pas de Détroit ce soir.
Et non, et Détroit, ça serait aussi un excellent Ah exemple ben, de ça, parce que même configuration, club qui a toujours été en milieu de tableau, enfin ventre mou ou fond de championnat, qui n'est jamais allé en finale, qui a eu des joueurs brillants, hein, il y a quand même du Hall of Famer du côté de Détroit, mais qui a jamais, concrétisé, qui a jamais passé, ne serait-ce que l'étage supérieur, c'est-à-dire, l'équipe vraiment candidate indiscutée aux playoffs. Heu Peut-être qu'il y a de ça, mais les problèmes sont sans doute ailleurs. Mais moi, quand je parle de voilà, Cleveland, malheureusement, c'est ce que ça m'évoque. Même si cette saison, ça m'évoque une super équipe défensive, très, très combative et que j'adore regarder jouer, hein, parce qu'effectivement, c'est du football old school, très rentre dedans, comme moi je l'aime. Heu, il y a cette image-là qui reste quand même présente à l'esprit. OK. Juste, tu parlais de ça, j'ai eu une image en tête. Imagine quelqu'un qui se lève, du coma, pour un Super Bowl, Cleveland-Détroit, je crois qu'il fait un AVC, il y retourne tout de suite. Ah bah, il y retourne directement là, le type qui est dans le coma depuis 30 ans, il voit ça, il dit: «C'est bon, rendormez-moi, rendormez-moi, j'étais mieux». Après, la science-fiction, quand même, c'est beau, mais bon. Euh, Juste, moi, je vais en profiter aussi pour parler de Cleveland parce que je te rejoins, mais 100%, c'est en fait là-dessus. En fait, j'y crois pas, malheureusement, pas parce que cette équipe ne me fait pas y croire, parce que cette équipe, j'ai envie d'y croire. Elle est belle, elle est battante, elle me donne envie d'y croire, vraiment. Mais c'est les Browns. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec cette franchise-là qui, en fait, je trouve qu'ils avaient refait un long chemin de croix. Ils étaient revenus de loin. Ils avaient Ah oui? reappris à être, comment dire, un peu sexy vis-à-vis de la ligue. Ils avaient attiré Odell Beckham Jr. Ils avaient une équipe de fous furieux cette année-là quand même. Quand on y pense. Jarvis Landry, Baker Eh oui, Mayfield. Oui, ils avaient eu 2 1 ils choix avaient, consécutifs. Ils avaient eu d'abord Myles Garrett et ensuite, Baker Mayfield. Voilà, ils avaient une équipe de fous furieux quand même, faut bien le dire. Ils avaient une escouade quand même très forte, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai du mal à croire aux Browns, je suis désolé pour eux parce que Dieu sait que je les aime bien, mais j'ai du mal à y croire. OK. Puis tu vois, pour rebondir un petit peu là-dessus, Vince, et sur ce que tu as dit également, Yaya, depuis quelques années, assez régulièrement, Cleveland, ils ont annoncé que le Messie était arrivé. Voilà. Ah, ça a été Johnny Manziel. Ah, ça a été Baker Mayfield. Et puis, ben, en fait, non. Donc du coup, ben, on est un petit peu dans, c'est même plus de l'attente quand Cleveland annonce, voilà, cette année, on pense qu'on est bien parti, on se dit tous, ouais, on verra. Ouais, mais alors si tu cites, Johnny Manziel, bon, bah, voilà, hein. Et souviens-toi chez eux quand il est drafté, c'est la hype, Ah hein. oui, 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 je C'est sais, ça, oui. c'est C'est plus que ça. c'est la hype, Tout le monde hein. l'imagine déjà rouler sur la NFL, hein. Ou Exactement, tout le monde le voit au Hall of Fame, il va sauver Cleveland, il va rouler sur toute la ligue et puis, bah, ça a pas mis une saison à faire flop, quoi. ah oui. On vous laisse regarder Donc c'était un peu écrit on en vous même laisse, temps, on vous laisse regarder l'envers du sport sur Netflix. Un épisode lui est consacré, qui est plutôt pas mal. Et il y a aussi également un sur les Florida Gators en plusieurs volets, qui est très sympa à suivre. Juste Euh, pour ouais, finir juste sur les Browns, c'est effectivement, tu le disais, moi je trouve que la différence peut-être qu'ils ont justement cette année avec les autres, c'est que cette année, ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient y arriver. Et, oui, mmh, complètement. et à ouais. part Deshaun Watson, parce que c'est vrai que c'est quand même quelqu'un, ce Deshaun Watson, mais il n'y a pas de très grosses stars, on va dire. J'entends des stars calibre Odell Beckham Jr., Ouais. calibre McCaffrey, voilà. Bah, Il n'y a après, pas un franchise player de fou, hormis ce Deshaun Watson qui est quand même très bon. Voilà. Et est-ce que c'est ça, au final, qui va pas leur permettre d'y arriver? Eh ben, ça me plairait. alors moi, je mets juste un bémol par rapport à ça, parce qu'il y a quand même la star, elle est en défense, c'est Myles Garrett. Parce que, Ouais, c'est vrai. Oui, Myles tu vois, Garrett, côté défensif, t'as quand même ouais. Garrett. Ouais. Et je pense que tu enlèves Myles Garrett, c'est plus du tout la même équipe. On va continuer sur cette AFC Nord parce qu'il s'est passé l'impensable.
Cincinnati qui surfait sur la vague. Notre équipe d'Arthur qui bombait le torse. Et ben, du coup, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'ils ont perdu contre Houston. Est-ce que du coup, ben, on peut dire que Cincinnati, à part comment dire, à part si la roue tourne vraiment en leur faveur et qu'ils aillent gagner à l'euro-million, ils ont dit adieu à la division. Mais ça devient compliqué, hein, soudainement là, pour eux effectivement, ils sortaient de l'ornière dans laquelle ils s'étaient mis, en début, de saison, mais là les chances d'emporter la division s'amincissent, grandement et du coup la semaine prochaine, eh bien, ils rencontrent les Ravens et ils sont, quasiment dans une situation où ils sont obligés de gagner. Heu Bon après, malheureusement alors, Arthur tu m'en voudras pas, hein, si tu nous écoutes, demain de dire ça, mais, Lamar Jackson, il est 7-1 contre Cincinnati. Heu, disons que les prédictions sont pas, tout à fait en leur, sont pas tout à fait en leur faveur, hein. Ouais. Vincent, toi, les Bengals, pour toi? C'est une énigme. C'est une énigme parce que pour moi, je les mettais tellement. Enfin, moi, je l'ai dit, hein, dans les prévisions, je les voyais au Super Bowl. Voilà. Donc, c'est une énigme. Je n'arrive pas à l'expliquer. Si ce n'est qu'ils sont tombés encore une fois sur une équipe de Houston, on en parlera un petit peu plus tard, mais ouais. avec un QB hors norme. La manière dont ils. Je sais pas, le match est serré, ça penche côté Bengals, mais là aussi, j'ai l'impression qu'ils le perdent un peu tout seul, puisque Stroud, il envoie une interception à un moment donné où on se dit, bon, ben, c'est bon, le match, il est plié, puis ils n'y arrivent pas. La division, elle est très dure. Hein. Là, on regarde, moi, j'ai le classement sous les yeux. Les Bengals sont derniers à 5-4. Les Ravens sont premiers à 7-3. Il faut savoir que Ravens et Browns ont joué 4 matchs de division. Et les Steelers et les Bengals n'ont joué que 2. C'est peut-être ça qui peut jouer pour les Bengals. Est-ce que s'ils remportent leurs 4 matchs restants dans la division, bah, ils seront premiers, certainement, parce que c'est tellement serré qu'ils y arriveront. Mais voilà, le problème, c'est que pour le moment, ils sont à 0-2 dans la division et effectivement, le match contre les Ravens, ça va être un peu compliqué, quoi. Ouais, tout à fait. Et Ils ont un autre problème là aussi qui les attend et moi qui me surprend pour le coup parce que on était en train de se dire voilà, la défense des Bengals, elle est en train de se remettre d'aplomb, elle fait des stops quand il faut. Ils ont encaissé 544 total yards hier. 544 yards, 356 à la passe et 188 au sol face à des Texans qui étaient pas forcément des foudres de guerre dans ce domaine. C'était avant le match. Houston, c'était en nombre de yards le 25e jeu au sol de la ligue. 25e sur 32, c'est quand même pas fifou. Et là, face à Houston, ils lâchent complètement les coutures ont complètement craqué. Devin Singletary qui court 150 yards en 30 portées. Euh, sur ce plan-là, alors certes c'est qu'un match, mais c'est inquiétant parce que au sein de cette poule, tu peux pas te permettre des contre-performances pareilles. On l'a dit, c'est une poule qui est très âpre, très disputée, très old Rugueuse. school. Et c'est une poule qui, et l'AFC en général, moi j'ai l'impression, mais qui est beaucoup plus rugueuse que la NFC. Et sans cette défense, eh ben, à mon avis, ils iront nulle part. Et oui, 188 yards encaissés au sol contre Houston, moi je veux bien, mais à un moment donné, il faut se remettre en question. Là. Il faut se remettre en question. Écoute, moi j'ai regardé les chiffres 2 fois, hein. Quand je l'ai vu, je l'ai pas cru, venant de Houston, dont le jeu au sol justement était, quasi inexistant jusque-là et dans les critiques que je pouvais leur adresser, je disais: «C'est ce qui va causer leur perte, à un moment». Parce que CJ Stroud, aussi extraordinaire soit-il, il va pas pouvoir tout porter, tout le temps, sur, ses jeunes épaules. Là, bon, je vais quand même pas dire que Houston a trouvé un jeu au sol ce jour-là. Je vais plutôt
parier sur une contre-performance de Cincinnati, mais c'est une contre-performance qui est inquiétante. Hein. Alors, moi j'ai le saviez-tu, traditionnel de Sébastien. Je te l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé pourtant dans l'après-midi, Seb, et pareil pour toi, Vincent, je te l'ai envoyé. Les Bengals, c'était sur 20 victoires d'affilée quand ils menaient après le premier quart-temps. Eh ben, cette série s'est arrêtée hier. Ils menaient 7-0 après le premier quart-temps. Eh ben, ça ne fera pas 21. Ils ont perdu hier. Voilà. On va continuer dans cette division. On va parler de la 4e équipe, celle qui était annoncée un petit peu en dessous, mais bon an, mal an, ça continue à gagner. C'est Pittsburgh. Alors, on ne sait pas comment ils font. Ils sont toujours derrière en termes de score, de différentiel de score, de différentiel de yards, mais ils gagnent toujours. Pittsburgh, ça gagne, mais ça va jusqu'où, les gars? Bah, justement, là, effectivement, une équipe qui est compliquée à lire, et une fois de plus, alors ils sont restés constants. Voilà, ils ont gagné 324 total yards. Green Bay en a gagné 399. Ils sont battus en passing yard. Non, par contre, ils prennent plus de yards au sol que Green Bay. Ils me font mentir sur ce coup-là, mais voilà, la moyenne de yards par jeu est inférieure d'1 yard face à Green Bay. La différence, elle se fait notamment sur les turnovers, parce qu'on a 2 interceptions qui sont lancées par Green Bay. Mais effectivement, ça défie toute logique, cette équipe. Ce qu'il y a d'encore plus fou, c'est que voilà, on a Pickett qui fait un 14 sur 23, 126 yards, 0 touchdown, 0 interception. On a l'impression que le type ne progresse pas, que ce soit d'une saison à l'autre ou d'un match à l'autre, qu'on reste sur cette médiocrité générale et moyenne. Et pourtant, ça suit. Après, bon, hier, il n'a pas été aidé par ses receveurs, avec Deontay Johnson qui drop notamment dans le 4e quart. Ouais. Donc, heureusement, comme je le disais, il y a le jeu au sol qui fonctionne bien ce jour-là, avec Najee Harris qui prend 101 yards et Jalen Warren 82. Et les deux marquent au sol sur les 2 premières positions de Pittsburgh. C'est la première fois sous l'ère Kenny Pickett que ça arrive. Après, la défense, bon, elle a su être clutch quand il fallait. Il y a eu les 2 interceptions, elles arrivent en fin de match, je crois, dans les 3-4 dernières minutes. C'est Keanu Neal dans l'end zone, puis Damontae Kazee, je crois. Il y a une bonne perf de la ligne défensive avec TJ Watt qui fait 5 solos, un sac, un plaquage pour perte de terrain. Ils allouent pas mal de big play, donc attention à ça. Et puis ils ont aussi perdu Con Alexander sur une rupture de tendon d'Achille. Ça va peut-être pas arranger leurs affaires, mais effectivement, ça défie toute logique, mais ça tient debout. Et je n'arrive toujours pas à me l'expliquer. Enfin, si, on l'explique toujours de la même façon. C'est Mike Tomlin, c'est le facteur Mike Tomlin qui fait que je pense que ce type a signé un pacte avec le diable pour ne jamais avoir une saison négative dans sa carrière. C'est la seule explication rationnelle que je vois à cet état de cause, quoi. Alors, avant de te passer la parole, Vincent, je vais juste encore le saviez-tu. Hier soir, sur le match, TJ Watt a dépassé son frère JJ Watt pour le plus grand nombre de sacs en 100 matchs. Il est passé à 86, je crois. Il a passé son 88e. 88e, ouais, oui. En 96 matchs. C'est quand même plutôt une belle performance. Ah oui. C'est chouette. Ouais. Vincent, toi, qu'est-ce que tu en penses de nos amis d'acier, les Men of Steel, les Steelers? Cette division, elle est incroyable. Je ne sais même pas quoi dire. C'est ceux qui ont gagné le plus largement dans la division hier. Plus 4. Oui. Mais oui, en plus, oui. Non, mais tu l'as dit, Sébastien, tu as très bien résumé. Quand on regarde le total yard qui a 399 pour Green Bay de 324, c'est pas juste en dessous. Il y a quand même 80 yards d'écart. C'est quasiment une possession. Pardon ?
Un drive qui irait au bout. Mais oui. Tu vois, c'est quasiment un drive qui irait au bout. C'est dingue. C'est fou, quoi. C'est incompréhensible. Alors, la différence, hier, elle s'est faite aussi dans les turnovers. Il y a 2 interceptions lancées par Green Bay, 0 par Pittsburgh, et il y a 0 fumble de chaque côté. Voilà. Niveau sac, 1 de chaque côté. Voilà, après, en fait, j'arrive plus à l'expliquer. Autant au début, je disais, bon, bah, ils ont un peu de chance. C'est effectivement Mike Tomlin qui a invoqué encore les vaudous et qui a fait effectivement son pacte là. Je ne vois plus que ça. C'est pas possible autrement. Je ne comprends pas comment ces Steelers là, avec effectivement ce QB qui j'ai l'impression qu'il se prend quand même un gros mur là, au niveau de sa progression. J'ai l'impression qu'il est à un stade où il va falloir qu'il arrive à franchir ce petit palier, cette petite marche là qu'il y a, parce que ça commence quand même à couiner. Du côté Steelers, ils sont contents. Hein, à Pittsburgh, quand on regarde un peu, ils sont contents, ils gagnent. Mais Pittsburgh, c'est quand même connu pour être un jeu dur et pour être un jeu où ils aiment bien dominer. Là, ils gagnent sans dominer. Et je pense que ça va quand même commencer un peu à couiner, même s'ils sont contents, ils gagnent. Hein, donc, Oui, ça râle toujours, surtout sur le coordinateur offensif Matt Canada, qui est où ça chauffe un petit peu pour son matricule, malgré tout. Est-ce qu'on a été assez complet sur cette division? Parce que c'était vraiment important de faire un point. De toute façon, le point FC Nord, on va y avoir droit toutes les semaines. Hein. Vu tout ce qui se passe à chaque journée de championnat, c'est impossible d'y couper. Moi, j'ai une petite question pour vous. Ouais. Combien d'équipes se qualifient dans cette division pour les playoffs? Alors, la question qu'on s'est posée lors d'un podcast très récent, alors, lorsqu'on l'avait fait, on se disait, même si c'était c'était un long shot, que les 4 équipes se qualifient, c'était pas improbable. Là, avec, j'ai pas dit que c'était. Attends, on a dit que c'était pas improbable, ok? C'est pas. Mais il faut regarder l'environnement autour. Les choses ont un petit peu bougé depuis ce jour-là. Il y a notamment en AFC West, il y a Las Vegas qui revient pas mal, qui est 5-5. Voilà, il y a Houston qui est 5-4, Indianapolis qui est 5-5 aussi. Donc, c'est une hypothèse qui semble s'éloigner. 2 équipes, je suis quasi sûr et certain. 3, pas impossible. Tu parles de 5-5 avec les Colts et tout, d'accord, mais pour le moment, les Bengals sont à 5-4, ils sont devant eux encore, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ils sont devant eux, mais ils ont un match de moins. Donc, ils ont un match de moins, les Voilà. Bengals. À voir s'ils le gagnent ou pas. Ils ont un match de moins et ils sont 0-2 en division. Las Vegas est 1-1. Voilà. Donc, s'il devait y avoir un tiebreaker, ça se jouerait là-dessus aussi. Donc, c'est pour ça que je parlais de Las Vegas. Je considère pas exactement Las Vegas comme des contenders aux playoffs, hein, si on est un petit peu sérieux. Là, ils ont un coup de boost depuis 2 semaines parce qu'ils ont eu une bonne nouvelle parce qu'ils ont pendu leur coach ou viré, je sais plus, l'un des deux. Mais est-ce qu'on peut vraiment les compter comme des contenders sérieux? Pas sûr. Mais je voulais mettre ça dans une vision plus globale de l'environnement AFC, si tu veux. C'était le but de la démarche. Alors moi, sur l'AFC, c'est pas du côté de l'Ouest que je regarderai, c'est plutôt du côté de l'Est avec Buffalo qui va revenir dans la course. Moi, je dirais plus. Une victoire facile ce soir, donc oui. Peut-être pas si facile que ça parce que tu sais, on sait jamais ce qu'on a. Alors, quand vous écouterez le podcast, vous aurez le résultat. Mais oui, pour moi, je pense que c'est plutôt à l'Est, avec Buffalo, Miami, qui vont prendre 2 spots. À l'Ouest, je ne suis pas sûr qu'il y ait une deuxième équipe. Et dans le Sud, je pense que ça risque d'être un peu court des pattes de derrière. Donc, moi, je verrais plutôt 3 équipes dans la FC Nord. Ça va dépendre beaucoup des matchs de division. On en saura un peu plus la semaine prochaine parce que dans la FC Nord, les Steelers jouent
Les Browns. Ouais, c'est. Et, Et Ba- et Baltimore joue Cincinnati. Ouais, donc là, ça Ouais, risque grosse d'être semaine. âpre. Ouais, ça va être une grosse semaine pour la FC Nord la semaine prochaine et on en saura un petit peu plus. Messieurs, on va enchaîner parce qu'on a parlé longtemps de la FC Nord, une fois de plus. On va essayer d'aller un petit peu plus vite sur les matchs d'après. Alors, on s'excuse auprès des auditeurs, on ne peut pas parler de tout le monde, mais on ne peut pas passer à côté. Houston qui bat Cincinnati. Est-ce qu'on peut encore parler de surprise quand on voit Houston et qu'est-ce qu'ils sont agréables à voir jouer, les gars? Ouais, c'est très chouette à voir jouer. Après, la perf, parce que bon, on parle toujours du même joueur quand il s'agit de Houston, on parle de CJ Stroud. Sa perf, elle a été quand même un petit peu mouvementée. Hein. Il fait 2 fumbles en début de match alors qu'ils sont en position de marquer. Il a une interception qui est relancée pour un touchdown alors qu'il mène de 10 points. Mais voilà, à côté de ça, il réussit. En fait, chaque fois qu'il a l'air de marquer le pas, il réussit à répondre à ça. Là. Par exemple, il génère 8 jeux de plus de 20 yards sur cette rencontre. Et quand Cincinnati égalise avec un drive rapide, en 2 passes ou en quelques jeux, il place son équipe pour un field goal. Il a de la ressource, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a de la ressource. Et puis, je le redis, on en parlait quand on parlait de Cincinnati tout à l'heure, leur jeu au sol a fonctionné pour une fois. Et d'ailleurs, alors le saviez-tu, Devin Singletary avec ses 150 yards, c'est le premier running back de Houston à être à 100 yards depuis Damon Pierce en 2022 lors de la Week 9. Donc quasiment un an. Ouais. Un an sans un running back à 100 yards sur un match. C'est quand même le signe d'un jeu au sol qui va pas très fort. Après, est-ce que c'est suffisant pour jouer les ténors dans l'AFC? Non. Est-ce que c'est suffisant pour se placer pour les playoffs dans l'AFC Sud? Peut-être. L'AFC Sud, comme la NFC Sud, les deux divisions du Sud, c'est des pétaudières incroyables. Et on parle d'une poule où Jacksonville est en tête 6-3 et s'est fait décapsuler ce week-end. Houston est à 5-4, Indianapolis est à 5-5. Je vais mettre les Titans hors jeu à 3-6, mais du coup, je vais dire, tu as le 2 et 3 qui sont à une victoire du leader. Dans l'absolu, la tête de la poule, elle a le temps de changer quelques fois d'ici la fin du championnat. Hein. Ouais. Vince? C'est très satisfaisant de voir un QB rookie à ce niveau-là, surtout vu comment il est entouré. Moi, c'est surtout ça que je retiens. Et ce que je me dis, c'est que Houston gagne sur sa première année. Alors, on le sait, surtout aux États-Unis, c'est souvent les enflammades pour beaucoup de choses. Il y en a qui commencent à parler de MVP, il y en a qui à parler de meilleurs joueurs offensifs. Alors, pour moi, le rookie offensif, à mon avis, c'est réglé. Ça va être très compliqué de lui prendre. Maintenant, aller parler de MVP tout de suite, ça risque d'être un peu compliqué. J'anticipe peut-être ce que tu vas dire plus tard, mais oui. Voilà. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que Houston, surtout, ce qu'ils ont à faire, c'est à continuer comme ça en cette fin de saison. Imaginez juste combien de joueurs, lors de la free agency, vont se dire ça peut être intéressant d'aller jouer avec CJ Stroud. Alors, combien de joueurs vont je te coupe tout de suite. Alors, il y a plein de joueurs qui vont pouvoir se le dire parce qu'il n'y a pas de taxe sur les salaires au Texas. C'est un avantage comparatif. Oui. Ah ouais, en effet, c'est pas rien. Allô? Allô? On a perdu Yaya, je crois. Ah, moi, non, c'est bon, on entend tout le monde. Ouais, excusez-moi. Ok, très bien. Tout le monde Houston, on n'a pas de problème. Voilà, non, je disais juste que oui, effectivement, le côté, ça va être attirant de l'avoir, surtout qu'il va être sur un contrat rookie pendant des années. Ils vont pouvoir faire venir des joueurs pendant au moins 3-4 ans. Donc, ça va être assez sympa à suivre du côté de Houston. Oui, tu parlais de l'enflammade, c'est Stephen A. Smith, forcément le plus grand polémiste qui dit tout et n'importe quoi sur ESPN, qui l'annonce comme un contender pour le MVP. Il y a Adam Schefter hein, qui a tweeté quelque chose à ce sujet aujourd'hui, je crois. Donc, mais bon, ce serait. Enfin, je voudrais pas doucher tout le monde, je voudrais pas mettre un coup de clim, mais vous savez combien il y a eu de rookie MVP dans l'histoire de la ligue?
Pas beaucoup. Allez, le saviez-tu? Pour moi, 0, à moins que ça soit vraiment loin, mais Alors c'est loin, il y en a eu un, les gars. Et c'est pas n'importe qui, c'est Jim Brown en 1957. ouais, voilà. Ah oui. Ah oui, Voilà. Jim Brown. Donc c'est le seul rookie qui a été élu MVP de la ligue. Je l'ai cherché, j'en étais pas sûr, donc je l'ai cherché ça, cet après-midi, les gars. Je l'ai cherché, je me suis dit, c'est jamais arrivé, pourtant il me semble que. Et on parle de Jim Brown, on parle de quelqu'un qui a rayonné bien au-delà du football, même longtemps après que sa carrière est terminée. Donc, comme tu le disais, Vince, Offensive Rookie of the Year, il n'y a pas de débat, c'est plié. Offensive Player of the Year, non, moi j'en ai d'autres en tête. On a fait un podcast à ce sujet-là aussi, d'ailleurs, il n'y a pas très On longtemps. vous invite à le réécouter, c'est celui de la semaine dernière, effectivement. Exactement, comme ça vous connaîtrez mon opinion sur la question. MVP, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Alors moi, même plus que c'est du je n'y buzz, crois c'est de pas, la je hype. ne l'espère pas. Parce que vraiment, là, il y a une grosse enflammade parce qu'il est vraiment très très fort et ok, c'est très bien ce qu'il arrive à faire. Mais même pour lui, Mmh. étape par étape. Voilà. Là, c'est très Voilà. bien. J'ai pas envie non plus que ça soit. Moi, j'ai peur que ça soit aussi un feu de paille, mine de rien. Ça c'est arrivé, hein, des rookies qui font une très grosse première Bien saison sûr. et qui derrière n'y arrivent pas, qui sont plus attendus parce que pendant toute l'intersaison, les équipes elles vont lire le jeu de ce rookie, ils vont commencer à s'y adapter. Et voilà, c'est donc laissons le temps. Moi, je vois en tout cas Houston avec plaisir. Je regarde les matchs avec plaisir et Dieu sait que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé des matchs de Houston avec plaisir. Ok. Bon, alors les gars, on va continuer. Merci pour votre avis sur CJ Stroud. On va suivre avec impatience ce que ça va donner par la suite. Un petit mot, on parlait de l'AFC South, on va parler de la NFC South. Du coup, New Orleans, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raté le coche du côté de Miami? Alors, Derek Carr sort sur commotion, Jameis Winston arrive, et puis trop peu, trop tard, quoi. Il reste derrière. Est-ce qu'ils n'ont pas loupé de clincher, de mettre une avance quasi définitive sur cette division? Surtout que, dans le même temps, Atlanta perd contre le retour de Kyler Murray, les gars. Ils ont sans doute, alors disons, on va dire qu'ils se sont mis une difficulté, supplémentaire. Ils ont certes une victoire d'avance sur Atlanta et Tampa Bay dans la division, toujours, mais au sein de la division, la Nouvelle-Orléans, ils sont 1-1, Tampa est 1-1, Atlanta est 2-0. Et ça pourrait coûter cher, quand on fera les comptes, en fin d'année et bien sûr, si, Atlanta, réussit à sortir de comment dire? De ce manque de constance, auquel ils nous ont, habitués depuis quelque temps. C'est vrai qu'effectivement, ils perdent Derek Carr, en 1re mi-temps et ça fait toujours mal de perdre son leader offensif, d'autant que les problèmes offensifs à la Nouvelle-Orléans, on connaît malheureusement, on a l'habitude. Sur ce match, c'est 110 yards, cumulés en 1re mi-temps avec Derek Carr, tandis que Minnesota en a déjà avalé 297 dans le même temps. Il y a beaucoup de passes manquées, ou relâchées, il y a des pénalités. Alors Jameis Winston, quand il est entré, ça a permis de mettre un peu d'allumer un peu la mèche de cette attaque. Le problème, c'est que, quand on essaie d'allumer la mèche, ça fait des big plays, ça lance des touchdowns, mais ça lance aussi 2 Ah bah interceptions. c'est Jameis, hein, Hem il fait partie du club des combien? 40-40? Oui, 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 tout à fait. C'est, Les mais on sait que c'est son péché on sait que c'est son péché mignon, que c'est quelqu'un qui va vouloir faire le jeu, à tout prix. Alors c'est fun à voir jouer, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Et puis, du côté de la défense, c'est un petit peu inquiétant de les voir allouer 130 yards au tight end de TJ Hockenson et de les voir lâcher, plusieurs QB scrambles, parce que Dobbs, il prend quand même 44 yards en 8 courses et il marque une fois et
je sais pas si c'est une régression, pardon, mais c'est un fait qui est inquiétant à ce moment-là de la saison pour eux, parce qu'on est précisément, au moment où tout se joue pour certains clubs. Une fois de plus, la NFC Sud, c'est aussi une poule qui est très, instable et là aussi, la tête de la poule, elle a le temps de changer plus d'une fois, d'ici la 17e journée, 18e journée, pardon. On en profite, quand on parle des Saints, de passer un grand coucou à Flav et on pense très fort à lui et à sa petite famille. Toi, Vince, du côté d'Atlanta, qui perd à nouveau, est-ce que tu penses qu'eux aussi, ils perdent une occasion une occasion sur le coup? Et les vainqueurs, du coup, c'est Tampa Bay qui est, de la semaine? Oui, alors, au début, on parle des Saints, on parle d'Atlanta, effectivement. C'est la NFC South, elle est aussi très, très serrée, à part les Panthers qui sont quand même un peu vraiment un cran en dessous. Mais la différence pour moi qu'on a avec la division dont on a parlé avant, c'est que là, pour moi, les Saints sont quand même un cran au-dessus. Je les sens un cran au-dessus. Alors, ça ne se voit pas pour le moment, mais pour moi, même sans Derek Carr, je pense qu'ils ont largement assez d'arguments offensifs et défensifs pour qu'ils arrivent à prendre cette division. Après, comment ils vont la prendre, ça c'est un peu différent. Ça, je n'arrive pas trop à le savoir encore, mais je les sens quand même un petit peu au-dessus. Moi, personnellement, je ne vois pas les Saints s'effondrer et passer et ne pas faire les playoffs dans cette division-là. Ok. Et Atlanta, pour poser ta question, effectivement, Atlanta a laissé passer une grosse cartouchière. Le retour de Murray, bon, c'était particulier. Et les Buccaneers, pour moi, c'est pareil. Je ne vois pas continuer comme ça, les Buccaneers. Je n'ai pas vu le calendrier, mais j'imagine pas que. Ils ont c'est les calendriers les plus faciles, hein, la NFC South. Ok, Ouais. messieurs, on a fait le tour. Alors, on s'excuse de ne pas avoir pu parler de tout le monde. On en parlera la semaine prochaine, hein, notamment Détroit qui continue de gagner. Ça va être une équipe à suivre. Est-ce qu'ils sont un candidat crédible au first seed? Ça va être des choses qu'on va voir dans les semaines à venir, mais on en reparlera. Messieurs, on termine par la traditionnelle question. Quelle est, l'action de la semaine qui vous a marqué? Et on finira là-dessus. Eh ben moi, ce n'est pas une action, plutôt c'est une action qui n'a pas eu lieu. C'est Christian McCaffrey qui ne bat pas le record du nombre de matchs consécutifs avec un touchdown. C'est pourtant pas faute d'avoir essayé, hein, parce que notamment en fin de match, San Francisco lui en a donné, hein, du ballon pour, pour essayer d'aller au bout, mais ça n'a pas marché. Et comme a dit le philosophe, dans la vie, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc ça reste quand même une très très belle paire, surtout quand on voit depuis quand, elle date et qui sont les poursuivants. Je veux dire, derrière, il y a quand même des gens comme John Riggins ou le fameux philanthrope, O.J. Simpson. C'est quand même pas rien et ça ne nous rajeunit pas. Il co-détient du coup le record. Il codétient le record, absolument. Surtout sur tous les matchs. Hein. Si on regarde les matchs de saison, juste les saisons régulières, le record est à 18, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il co-détient. Et les playoffs inclus, donc il co-détient le record avec Moore. C'est ça. Exactement. Exactement. Mon cher Vincent, quelle est toi ton action de la semaine? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Alors, je vais citer deux choses. La première, c'est une action en particulier qui malheureusement n'est pas allée au bout à cause de la faute du banc de touche des 49ers. Mais ce fameux fumble recouvert, alors qu'il n'est pas touché, il repart. Et surtout, regardez bien cette action. Les blocs qu'arrivent à mettre les corners, les blocs qu'arrivent à mettre les OLB, mais c'est incroyable. C'est fou. Ils arrivent à une vitesse, ils te mettent des blocs. C'est vraiment, j'ai vraiment aimé. Dommage que le banc des Niners soit rentré sur le terrain et donc TD annulé. Mais bon, fumble quand même recouvert et ils sont repartis en attaque. Mais bon, voilà, c'est dommage. La deuxième chose que je... Il rentre, Pardon? il rentre sur le terrain parce que sur
Le banc rentre sur le terrain parce qu'il se passe un truc qui, moi, me rend fou à chaque fois dans ce genre de situation de jeu. C'est qu'en fait, tout le monde s'arrête de Mais jouer. oui, Il n'y a pas eu de coup de sifflet. Tout le monde s'arrête, alors qu'il n'y a pas de raison pour que le jeu s'arrête. Et les types rentrent sur le bah, terrain. Moi, ça m'a rendu fou. c'est pour ça Et que je le mets Bon. en action de la semaine. Et d'ailleurs, à ce propos-là, on va parler aussi un peu en universitaire. Je ne sais pas si vous avez vu cette fameuse action du running. On la voit tout le temps dans tous les bêtisiers de NFL, de football américain. 1 yard avant de rentrer, il lâche la balle. Ah oui. Le TD pas validé. Moi, je me souviens d'un Super Bowl où doit être le Super Bowl 93 avec Dallas Buffalo. Et pareil, c'était un défenseur, je ne sais plus qui c'était, ça date, qui, Je crois que c'est Lionlet. ouais, Je crois que c'est Lionlet qui se fait enlever la balle par, Baby, je crois que c'est Don Don Bibi, Bibi, c'est ça, exactement. qui lui sort la balle par derrière au moment où il entre dans l'embut, c'est magnifique. Ouais, c'est ça, et il lâche pas l'affaire. D'ailleurs, sur le fumble, il y a que tu notes. Moi, je note la course de Mister L'Oréal, euh, Trevor Lawrence, qui essaye d'y aller, qui veut mettre un méga taquet et puis qui arrive pas à sortir le defensive back. Ouais. Et le deuxième point donc, que je voulais noter aussi, ce n'est Ouais. pas un jeu, mais 5 punts, 5 field goals pour gagner des matchs dans la même journée, c'est une première en NFL. Donc 5 field goals qui font gagner, qui permettent soit de passer devant, qui permettent de passer devant et donc de l'emporter. 5 field goals à la dernière seconde, c'est un record en NFL sur une journée. Et c'est incroyable, quoi. Moi, j'ai passé un red zone de folie. Très bien, merci. Alors moi, je vais vous donner mon action de la semaine. C'est peut-être un peu vain, mais c'est la première connexion pour un touchdown entre Lamar Jackson et OBJ. OBJ qui, vous connaissez mon amour pour ce joueur, aussi caractériel que fort. Il pouvait être fort, il revient en grâce, son genou, ça va de mieux en mieux, il recommence à retrouver du rythme. Et sa percée où il passe devant son corner, franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Et après, il va juste finir l'action. Ça m'a fait bien plaisir. Le cut d'OBJ est à montrer dans toutes les écoles de football américain. Alors, Ce cut-là, pour changer de direction et pour recevoir la balle, superbe. ouais, tout à fait. Alors justement, je vais faire un petit cours parce que moi, à la base, je suis basketteur et ça, c'est un truc que les basketteurs ne font plus assez, c'est-à-dire qu'ils vont toujours demander la balle derrière en essayant de passer derrière le défenseur. Et quand on repasse devant, bizarrement, on est plus facilement éligible à la passe. Donc, et c'est dans beaucoup de sports pareils. Donc, n'hésitez pas à regarder plein de sports différents pour apprendre des choses. Messieurs, je vous remercie de votre expertise. On a fait un peu plus d'1h10. On voulait faire un peu plus court, mais c'était fort intéressant. Merci de votre expertise. Vincent, merci beaucoup. Sébastien, merci à toi. On se retrouve très vite, donc ce jeudi, avec un nouveau podcast, le podcast débat qui sera sur l'arbitrage. Alors attention, hein, il y aura de la mauvaise foi, ce sera un peu plus ludique. Le but, c'est surtout ça. Euh, Également, vous pouvez donc nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. On discute. On discute avec vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. C'est toujours constructif. Si vous voulez nous donner de la force, allez-y. C'est toujours avec grand plaisir. Vous pouvez donc nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, également Twitch et YouTube pour voir les replays, les actions, et également les articles. Je sais que toi, Vincent, tu écris des articles qui sont fort intéressants, notamment ton tableau noir, puisque tu nous amènes ton expertise. N'hésitez pas à aller voir sur le site, sur l'appli, et ce sera avec grand bonheur pour nous. Messieurs, je vous souhaite une très bonne journée si vous écoutez en journée, en voiture, en allant au boulot, par exemple, ou dans les transports.
Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, ciao à tous. Bye bye. Ciao, Au bye. revoir.